Au nom de Dieu clément et miséricordieux, donc Basma Balaï de Manzil Boutalfa, j'avais 13 ans et j'allais à la mosquée pour apprendre le Coran. Et j'aimais bien toutes les actions de bienfaisance, mais je n'avais aucune appartenance politique. Ensuite, j'aimais bien faire ce travail social, mais lorsque je suis arrivé à 17 ans, j'ai commencé à être activiste dans le travail, tel que aider les familles qui vont circoncire les enfants. Ensuite, j'ai appartenu au parti An-Nahda, qui était dans le temps le MTI, le mouvement de tendance islamique, et j'aimais bien rendre service au niveau social, et je ne voyais pas en cela un danger qui m'aurait coûté, par exemple, la poursuite policière, etc. Et depuis lors, dans notre pays, bien sûr, les mouchards sont nombreux, et en fin de compte, on m'a accusé de faire le travail social dans un cadre illégal. Et on m'a convoqué plusieurs fois, mais en fait, ensuite, lorsque j'ai appartenu au parti An-Nahda, j'ai continué mon travail social. En 87, alors que j'étais chez moi, la brigade de Naber est venue chez nous et puis ils ont dit nous voulons bien voir Basma. Ils m'ont conduit au poste de Manzil Boutalfa, et à Manzil Boutalfa, donc il y avait beaucoup de filles, jeunes filles qui étaient des élèves, 3 ou 4 je pense, qui ont été amenés et ils avaient les traits fatigués, ils étaient violentés. Et moi, je ne savais pas la gravité de la situation, je ne savais pas que l'action sociale devait avoir une autorisation et que je pouvais arriver jusque-là. Et ces filles-là étaient des élèves, leurs vies ont été détruites, elles n'ont pas pu continuer leurs études et leur avenir a été complètement détérioré. Et je devais dire à ces filles, vous avez été je n'appelais pas leur nom. Et là, vous avez pu avoir des enfants. C'est la moindre chose que je devais dire pour elles. Ensuite, en 87, on m'a emmené au poste de police et je ne savais pas. Avec les 4 filles au centre de la garde nationale à Naber. J'étais innocente, je ne savais vraiment rien. Notre ville n'est pas très grande et moi je faisais signe à tout le monde que je suis en train de faire quelque chose de bien pour le bien du pays. Et arrivé au centre de la garde nationale, nous sommes restés 3 jours dans ce centre, de 7h du matin jusqu'à 3h du matin le lendemain, et on était en arrestation, on nous frappait, les gros mots, la torture, et toutes les filles subissaient la même chose. Mon père et ma mère et mes grands-pères aussi portaient les mêmes noms et prénoms. Et ma mère était assez âgée, donc l'enquêteur qui venait lui l'insultait
et lui disait, toi, tu t'es marié, tu as épousé ton frère. Et là, il jouait sur l'équivoque, bien sûr, sur l'ambiguïté des noms. Et ma mère était, était hyper tendue. Et nous sommes restés pendant 3 jours. Ensuite, ils nous ont relâchés. Et en 89, j'étais active lors des élections. Et j'étais vraiment activiste, hein, très active. Et ces élections de 89 étaient donc un guet-apens. Et beaucoup de personnes donc, se sont fait connaître. Et en 90, ont commencé donc, les arrestations. Et je me suis caché chez une parente à Tunis. Et j'étais donc une jeune fille et toute ma famille donc, a eu beaucoup de peine pour cela. Je suis resté plus d'une année à Tunis et en 91, ma soeur est venue dire qu'on a ratissé Manzil Bouzelfa et on n'y a rien laissé pratiquement tout. Et fais attention à toi. Je lui ai dit, moi j'obéis à la volonté de Dieu. Le lendemain, j'étais à l'arrêt de bus devant Bab el-Fella et j'allais prendre le bus numéro 50 et quand je m'apprêtais à monter dans le bus, j'ai vu ma soeur dans une voiture qui descendait d'une voiture avec des policiers en civil et je suis couru vers elle et j'ai appelé ma soeur en son nom, Najwa, donc Abdelkbir, qui était l'enquêteur, et il m'a mis un revolver donc, sur le côté et il m'a dit, ne bouge pas, ne dis rien. Mais je lui ai dit, bon, je ne dis rien, mais faut arracher ma soeur. Elle m'a dit, tu peux courir. Et puis là, on nous a emmenés, ma soeur et moi. Ma soeur était pieds nus, tête découverte. Elle n'était vraiment pas partisane. Elle s'appartenait à quel parti? Ils étaient 3. Nous étions 2 jeunes filles. C'est comme si nous étions dans leur giron. Et de Tunis jusqu'à Nabeul, nous harcelaient, ils nous insultaient. Donc ils nous frappaient du pied, même avec leurs souliers, donc ils nous piétinaient. Et tout le chemin, donc ils nous harcelaient et ils nous menaçaient de viol et de. Et ma soeur avait le visage tout pâle. Et elle essayait de me rassurer. C'est bien que j'avais vraiment pitié de ma soeur. Et toute la route, vous ne pouvez pas imaginer comment la route était très longue entre Tunis et Nabeul. Arrivé au centre de la garde nationale de la brigade de Nabeul, c'est la brigade des recherches. Et il y a eu beaucoup de choses dans ce centre. Il y a eu le viol de jeunes filles. Que peuvent ressentir deux jeunes filles qui sont là. Et cette brigade donc, a vu le viol de plusieurs femmes et jeunes filles. Donc quel est le sentiment de mes frères, de mes soeurs, de mes parents? Donc j'étais vraiment dans un état inimaginable et indicible. Donc ils m'ont mis dans un bureau, ma soeur dans un autre. Et ma soeur était le moyen de pression. Quand je suis entré au bureau, donc j'étais entouré et chacun me frappait d'un côté, sur la tête, et un dossier bien ficelé. Et ils m'ont dit signer. Je lui ai dit, mais j'ai encore dit. Mais ils m'ont obligé à signer parce que je voulais quand même, je voulais en finir. Mais en fait, non. Mais avec la brigade de Nabeul, c'est pas du gâteau, c'est pas Moi, j'aurais aimé mourir avant de voir ce que j'ai vécu à Nabeul. C'était réellement, donc, je ne pensais pas qu'en Tunisie,
Donc un carnage aurait pu se passer à Nablus. Donc ils ont tout fait à Nablus. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont frappé. Et chaque jour, j'entends ma soeur crier. Ma soeur qui n'a vraiment rien fait. Je pensais à mon père et à ma mère et à leur souffrance. Et ils savent aussi ce qui s'est passé à Nablus. Donc ce sont des blessures, ce sont des souffrances. Et Dieu seul sait comment j'ai pu passer cette période. Donc ma soeur était leur moyen de pression. Et nous sommes restés des jours au centre de la garde nationale. Et ma soeur qui criait, qui cessait de crier, qui essayait de supplier. Mais il menaçait, il harcelait. Et il y avait une maison à côté du centre de Nablus. Il y avait un bar, pardon, et ils entraient donc les yeux tout rouges. Et il parlait de différentes manières. Certains qui sont là, qui parlent gentiment, d'autres qui venaient te palper, d'autres qui mangent une grosse pomme. Et qui me dit, moi je peux te manger comme cette pomme. Et pendant ces jours-là, ma soeur, après toute la pression que j'ai vécue, mon père et ma mère sont venus. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils pensaient. Donc ils ont décidé de relâcher ma soeur. Donc ils ont relâché ma soeur. Elle était donc pieds nus, tête découverte, qu'on ne connaissait personne. Et comment elle pouvait rentrer chez nous. Donc et ma soeur, quand elle est sortie, donc elle m'a salué en faisant un signe de la main pour m'encourager, mais je souffrais parce que j'avais des soucis pour ma soeur. Comment va-t-elle rentrer chez nous? Comment va-t-elle trouver une voiture qui l'emmènerait? Qui va la protéger en cours de route? Et j'ai passé toute une nuit de souffrance. Et j'ai pleuré parce que toute ma famille a été détruite. Mes frères sont devenus malades. Que Dieu maudisse Ben Ali. Ce Ben Ali qui veut rentrer. Non, Ben Ali donc a détruit les hommes. Il a détruit le pays. Il a démoli des générations en générations. Et je dis à Ben Ali que Dieu te maudisse. Et je suis resté toute la nuit en souffrant, en pensant à ma soeur, quel fut son sort. Alors, et heureusement que le lendemain, ma soeur est rentrée et mais ma soeur, elle est restée à souffrir. Et elle me disait, Hamida, mon père n'était pas content de me voir relâché. Il m'a dit, où est donc ta sœur? Où est donc ta sœur? Et moi, j'étais contente de voir ma soeur rentrer quand même. Parce que il faut... Et puis j'ai mon frère Habib. Donc à chaque fois, il était appréhendé, il l'appelait, il passait une semaine en rétention. Ensuite, il a été jugé, il a été condamné pour 4 ans. Il en a passé 3 et ma mère donc allait de prison à une autre pour lui rendre visite. 14 prisons jusqu'à Rjimatoug. Quand elle arrive à Rjimatoug, à l'extrême sud, on lui dit ton fils n'est pas là. Ma sœur aussi a souffert. Et c'est elle en fin de compte, qui portait le koufa à la prison. Même au niveau du mariage, ma soeur n'a pas pu trouver un mari. Mon frère depuis 4 ans qu'il est à la retraite, son fils a 7 ans. Donc, mais la famille a été démolie. Son fils de 7 ans
parce qu'il n'a pas pu se marier parce qu'il est resté s'occuper de nous. Le jour du jugement de mon frère, il est tombé et puis donc il a eu une crise d'hypertension et je continue toujours à pleurer. Mon frère aussi est malade, il est maintenant une bouche parce que j'ai vu dans cette brigade beaucoup de choses. J'ai vu mon père qui est allé faire une plainte au procureur de la République en demandant pourquoi donc ma fille n'est pas encore passée en jugement. Et là, ils ont trouvé l'occasion pour le torturer. Et j'ai donc une confrontation avec Fathi Naili et ils ont mis donc une épingle et ils piquaient mon père avec cette épingle, ils le torturaient. Et je disais, s'il vous plaît, lâchez mon père, il n'a rien fait. Non. Donc on lui a déchiré la blouse qu'il portait. Qu'est-ce que je peux vous dire donc des souffrances endurées par ma famille? Parlez-nous donc de Faisal Barakat et de Rachid Chamakhi. Quand vous étiez en état d'arrestation. Pour Rachid Chamakhi, avant Rachid Chamakhi, s'il vous plaît, avant Rachid Chamakhi, je vais parler de choses pour dévoiler la vérité. La brigade de Nabel, donc ils ont amené une femme qui vient donc d'accoucher depuis 3 ans. Et elle suppliait le chef du centre de police à refuser. Et puis il lui disait, je vais vous appeler donc une sucette, je vais vous amener une sucette. Dans la brigade, le local de la brigade de Nabel, j'ai vu des femmes qu'on utilisait comme moyen de pression pour extorquer les aveux des hommes. Les femmes, c'était un carnage. Ils ont donc appréhendé de Nabel, de Blikhiyar, de Grombel, de Soliman, de Kilibia, de Korba, et nous étions tous entassés les unes sur les autres. Et donc, à Nabel, donc, la seule chose pour eux, le plus important, c'est donc d'extorquer les aveux des hommes en mettant les femmes à nu, complètement nues, et pour arriver donc à parler de Faisal Barakat. Un jour, j'étais là, et puis à 3 h du matin, on a reçu donc, on a amené la brigade de l'Aouina, et à 3 h du matin, on m'a demandé donc de tendre les bras. On m'a dit, si tu baisses les mains, donc il me frappait, il se moquait de moi. Ça, c'est le bâton de Koulthoum, une grande chanteuse arabe. Et puis on me tapait, on me frappait sur toutes les parties de mes bras. Et puis on me dit, allez-y sous le robinet. Et alors là, mes bras se détendent un tout petit peu de cette crispation. Et mes bras sont devenus de couleur violette à cause des coups. Et je ne pouvais plus lever les bras. Donc ils m'ont introduit dans un bureau et il y avait un grand nombre d'agents qui nous entouraient. Et il y avait donc, on a organisé une confrontation avec l'autre fidèlier qui était tout nu. Ils m'ont demandé de le regarder, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a enduré comme torture? Je me disais qu'il allait mourir certainement. Et ce soir même, donc j'ai été mis dans une voiture presque nue et on m'a emporté dans un verger. Et puis là, donc ils m'ont emporté dans notre verger, ensuite à Soliman, à Grombalia. Ils ont donc, mais en fait, enfin, ils m'ont emmené à Manzil Bouzelfa et ils m'ont
déposé au centre de la ville et pour que les gens se disent qu'est-ce qu'elle fait là. Donc, et donc Faisal Barakat, donc, et je suis resté dans la voiture, mais ils se sont dit peut-être qu'elle va s'enfuir. Il m'a dit, tu penses qu'on va la laisser toute seule? Et à ce moment-là, donc, ils ont investi la maison de Faisal Barakat et puis on est revenu donc au poste, donc au local de la brigade, et il y avait des cris, il y avait donc beaucoup de gêne, beaucoup de... Et ils ont amené donc une couverture ensanglantée et avec et qu'il fallait laver. Une autre et moi, et nous avons lavé le sang de Faisal Barakat. Et jusqu'à présent, lorsque je me frotte les mains, c'est comme si je sentais le sang de Faisal dans mes mains. Ensuite, le chef de la brigade, Abdel Fattah Adib, donc il nous a amené nos foulards, deux femmes et moi, et nous avons mis sur la tête nos foulards, et puis il y avait un photographe. Et dans un bureau, il y avait donc une table, et au-dessus de la table, il y avait des revolvers et des couteaux, des poignards et des cordes. Ils nous ont photographiés devant tout ça. Et il a dit, comprenez bien pourquoi on vous a photographié comme ça. Et puis, il s'est mis à nous menacer. Si, lorsque nous serons relâchés, nous ne devons rien dire à propos de Faisal Barakat. Ensuite est venue la question de Rachid Chamakhi concernant Rachid, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, avant qu'il ne fût tué, et ton père. Raconte-nous ces détails, s'il te plaît. J'étais au milieu de la salle et la brigade était pleine, et pendant 3 jours, ils ramenaient Rachid Chamakhi tout nu complètement, et les menottes au poing, et tous les jours le tortionnaire donc le faisait tourner et le frappait pendant 3 et 4 heures. Tous les jours. Et tous les jours, le tortionnaire donc torturait Rachid Chamakhi. Il n'avait pas le droit de boire, il n'avait pas le droit d'aller aux toilettes. Et j'ai gardé en mémoire, lorsque Rachid Chamakhi est allé aux toilettes, et moi je me déplaçais, il m'a demandé à boire. Mais moi je ne pouvais pas, je n'ai pas pu lui donner à boire. C'était la seule chose que je regrette énormément, parce que je n'ai pas pu lui donner donc à boire. J'avais peur. Et lui, le pauvre, je ne peux décrire son état, je ne peux vous décrire comment il me suppliait pour avoir à boire. Et le tortionnaire donc a tout fait pour l'avilir, à le torturer. Et Dieu sait comment donc j'ai... Et votre père. Ensuite, lorsque j'ai été relâché, et mon père aussi a été longuement torturé, donc après mon relâchement, juste le lendemain, mon père m'a dit, moi je suis fatigué, et il m'a dit, viens donc dormir à côté de moi. Non, mais le lendemain, mon père était mort. J'ai envoyé une lettre à mon père demandant son pardon, lui disant que tu as beaucoup souffert à cause de moi. Je lui ai envoyé une lettre, mais malheureusement pour demander pardon, mais ma lettre est arrivée lorsque mon père donc était emporté vers le cimetière. Moi, je n'ai pas pu vivre avec mon père. Qu'est-ce que vous imaginez un peu donc mon état, une jeune fille dont le père est mort, et ensuite sa mère donc a une crise d'hypertension, et je suis resté pendant 10 ans sous le contrôle administratif, tous les jours. Un dernier mot, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu de rêve comme tous les enfants.
Je n'ai rêvé que du Cefseri pour aller au centre, pour signer ma présence le matin, à midi, le soir. Comment voulez-vous? J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert, ma famille aussi à cause de moi. Mais le regret d'avoir perdu mon père comme ça ne peut jamais, donc, ne peut être jamais guéri dans mon âme. Et comment puis-je regarder ces tortionnaires maintenant? Ils sont revenus à leur travail. Mais moi, je n'ai pas pu donc vivre avec mon père comme j'aurais bien voulu. Ceux qui disent que Ben Ali, vous qui disent que Ben Ali peut revenir, que vous dites que le pays était en sécurité, en sûreté, est-ce vrai ce que j'ai enduré moi, ma soeur et toutes les femmes? Non, la Tunisie n'a jamais été en 100 ans donc en sûreté, en sécurité. Aujourd'hui, je n'ai pas pleuré parce que maintenant je remercie l'instance parce que la première fois de l'histoire de la Tunisie donc organise ce genre de rencontres et de témoignages. Et moi je dis à tous ceux qui veulent arrêter le travail de l'IVD, faites attention. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré. Moi je n'ai pas vécu comme les autres. Je n'ai pas eu la possibilité de rêver, je n'ai pas eu la possibilité de me marier, d'avoir un enfant comme tout le monde. Est-ce que je vais me mettre à rêver maintenant? Jamais, c'est fini. Moi j'ai vécu avec Cefseri et je rêvais avec le Cefseri et j'ai rêvé toujours et vécu toujours dans le centre de police. C'est tout. Ma famille s'est détériorée. Jusqu'à maintenant, bien sûr, jusqu'à présent, à l'administration, les gens nous maltraitent à l'administration. Jusqu'à présent, mais Dieu merci qu'il y a encore de bonnes personnes qui m'ont encadré, qui prennent soin de moi, et Dieu merci.